Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Doctrine du numérique en santé version 2022. On est déjà cet après-midi à l'épisode 4 sur l'éthique du numérique en santé. Alors, je serai accompagnée aujourd'hui de Brigitte Serroussi, directrice de projet à la délégation numérique en santé, de Nathalie Baudinet, responsable de mission. Je pense qu'elles vont pas tarder à se connecter. Brigitte, si tu m'entends, n'hésite pas. Parce que je vois qu'a priori, tu es connectée, mais je ne t'entends pas encore. Et puis, Nathalie, je pense, va nous rejoindre. Donc, on va pas tarder à démarrer. Le temps que tout le monde se connecte, je vais vous faire rapidement une petite introduction. Déjà, vous remettre en visibilité dans le chat si vous n'y avez pas encore accès à la doctrine. Oui, c'est bon, tout le monde. Je regarde s'il y a des soucis de son, c'est ça? Ah non, c'est si vous entendez Brigitte, ben non. Ah mais je pense que voilà. Je vois que Nathalie s'est connectée. Salut Nathalie. Et on attend Brigitte qui, je pense, n'est peut-être pas sur le bon lien, je ne sais pas. En tout cas, on ne t'entend pas pour l'instant, Brigitte. Juste du coup, pour vous faire une petite introduction très rapide, voilà, je vous mets dans le chat la doctrine donc accessible depuis le site e-santé. Et puis donc aujourd'hui, sur ce focus, on va se concentrer sur le cadre éthique du numérique en santé, la présentation des éco-scores avec Nathalie et Brigitte. Moi, très rapidement, en 2 mots, vous redire que sur cette V 2022, on a vraiment essayé de retravailler le fond et la forme pour ré-homogénéiser les chapitres, apporter plus de visibilité, diviser par 2 le nombre de pages, vraiment que ce soit plus digeste et vous mettre en apport justement les sources de données les plus fiables. Donc voilà, c'est un gros travail qui a été porté par toutes les équipes et qu'on va évidemment continuer à faire. Donc on aura à cœur de vous associer à ces travaux. Et donc, on a aussi retravaillé le sommaire pour remonter en chapitre 1 les plateformes de santé avec mon espace santé et le bouquet de services aux professionnels. Rappeler les 3 règles fondamentales, sécurité, interopérabilité et éthique, d'où notre focus aujourd'hui sur le cadre éthique. Et puis, 2 nouveaux entrants dans la doctrine avec le SAS. Donc, juste précédemment, on a fait un focus sur le SAS et Via Trajectoire qui fera l'objet d'un webinaire autour du 17 avril. Donc, comme pour les autres épisodes, vous retrouverez le replay tout de suite après notre séquence. Et donc, je vais laisser la main à Brigitte et Nathalie pour cette partie cadre éthique du numérique en santé. Bonjour Anne, est-ce que vous m'entendez? Très, très bien. Ah, mais c'est parfait alors, très bien. Bonjour à tous, merci d'être nombreux présents aujourd'hui. Je vais vous parler un peu du cadre de l'éthique du numérique en santé, donc le sens. Et pour vous dire en quelques mots, donc du coup, est-ce que j'ai la main sur les slides? Oui, j'ai la main, très bien. Alors, en fait, vous savez que depuis la première feuille de route, le numérique en santé s'est installé dans un cadre de valeurs éthiques avec, très tôt, dans l'histoire de la DNS, la création de la cellule éthique qui correspondait à l'action 4 dans l'orientation numéro 2 de la feuille de route précédente. Intensifier l'éthique, la sécurité, l'interopérabilité des systèmes d'information, puisque vous savez que l'éthique se trouve en fait en tant que référentiel socle avec la sécurité et l'interopérabilité. Alors, l'éthique du numérique en santé, c'est vrai que c'est difficile à formaliser, mais disons que nous, en fait, le parti pris que nous avons, c'est de se mettre à la croisée des chemins de l'éthique d'Hippocrate avec les 4 piliers bienfaisance, non-malfaisance, autonomie et justice, et de l'éthique du numérique en considérant finalement que le numérique, c'est un outil et qu'en tant que tel, il doit être au service de ses utilisateurs, il doit être facile à utiliser, accessible à tous, et avec cette préoccupation sur la dimension éco-responsabilité et donc être finalement vigilant sur l'impact environnemental que ces outils pourraient avoir. Sur l'éthique du numérique en santé, il y avait déjà des acteurs. Il y avait déjà toute la partie, on va dire, loi, avec le RGPD, la loi informatique et liberté, qui s'intéresse essentiellement aux droits des patients, qu'on a trouvé par rapport
à l'éthique du numérique en santé incomplet et avec parfois des formulations imprécises. Il y a d'autres acteurs qui sont des acteurs nationaux, le Comité consultatif national d'éthique et le comité pilote de l'éthique du numérique en santé, qui, eux, procèdent par des avis en réponse à des saisines. Et nous, en fait, avec la cellule éthique du numérique en santé, on se positionne plutôt dans un registre d'éthique pragmatique et opérationnelle, avec la construction de référentiels de terrain, on va dire, d'une éthique de terrain, avec des critères qui s'adressent essentiellement aux éditeurs, mais pas uniquement. Alors, comment est-ce qu'on a construit ces référentiels et ces critères? En gros, on avait un principe de co-construction avec la fédération de l'ensemble des parties prenantes chaque fois qu'un référentiel était à construire. Donc, il fallait qu'on ait un groupe de travail qui représente vraiment le plus largement possible et de façon la plus exhaustive possible l'ensemble des acteurs qui étaient concernés par le sujet. Ensuite, on a évoqué finalement ce que pouvaient être les critères de l'éthique. Donc, je parle par exemple de l'éthique d'un système d'information hospitalier ou l'éthique d'un logiciel de gestion de cabinet de médecin libéral de ville. On s'est basé comme ça sur des outils. Et ce qu'il fallait, en fait, vraiment la consigne, c'était que les critères devaient être très clairs, écrits de façon à ce qu'ils soient limpides, compréhensibles de façon univoque, afin de finalement favoriser leur appropriation par les acteurs, notamment les éditeurs, mais aussi pour nous, de notre côté, d'être en capacité d'établir la conformité de façon vraiment très objective. Et puis, dans tous les cas, chaque fois qu'on a fait un référentiel avec des critères, eh bien, on a eu une phase d'évaluation terrain. Donc, bon, les travaux de la cellule éthique sont assez riches. Ils se déclinent en un certain nombre de groupes de travail. Ce qui va peut-être nous intéresser aujourd'hui, c'est finalement les groupes de travail qui se sont penchés sur la définition des référentiels, avec donc les référentiels éthiques des systèmes d'information hospitaliers, des logiciels de gestion de cabinet, des systèmes d'information des secteurs social et médico-social et des applis de santé. Alors, quelles sont ces dimensions qui ont été évoquées dans les critères de ces référentiels? Eh bien, c'est des notions en rapport avec avec un numérique en santé non intrusif, une manière d'utiliser les systèmes qui soit assez simple et assez évidente, un accompagnement à la prise en main lorsque ce n'était pas suffisamment clair ni suffisamment évident, le fait que ce numérique soit accessible à tous, qu'il y ait un support humain si nécessaire, qu'il y ait une transparence sur la performance des outils, la transparence sur des traitements de données, le consentement, faciliter les consentements, le recueil des consentements, bien sûr garantir la confidentialité des données, de contrôler l'effacement des données, d'aller aussi vers des critères qui sont plus dédiés à l'IA en insistant sur les moyens de garantir qu'il n'y a pas de biais, que quand il y a une IA de l'autre côté de l'écran, c'est transparent pour l'utilisateur, qu'on peut détecter les dérives de l'IA, qu'on peut avoir une garantie humaine en cas d'utilisation d'un module d'IA, et puis tous les critères, les dimensions qui vont être en rapport avec l'éco-conception et l'impact environnemental. Globalement, dans les référentiels, on a 4 chapitres. Un chapitre sur la transparence des traitements, un chapitre sur le numérique accessible à tous et la lutte contre les fractures numériques, l'éthique des solutions d'IA en santé et l'éco-responsabilité. Si on se penche sur l'éco-responsabilité, puisque Nathalie va vous présenter les 2 éco-scores sur lesquels on a travaillé, eh ben, on va vouloir demander aux éditeurs de calculer l'empreinte écologique de l'utilisation du service qu'ils ont développé, d'apporter finalement des garanties sur l'éco-conception du code, de faire en sorte que les systèmes, les outils, les services soient accessibles en faible débit et sur des supports qui ne soient pas de dernière génération, et puis de s'être donné les moyens d'avoir un hébergement qui réduit la consommation de ressources et d'énergie. Donc ça, c'est les dimensions, on va dire, de l'éco-responsabilité, mais il y a des critères qui vont couvrir les 3 autres chapitres. Alors, donc, on savait qu'avant, il y avait 2 piliers, donc 2 référentiels socles qui étaient opposables, et cela, c'était clairement inscrit dans le code de la santé publique, donc l'article 1470-5 qui disait: afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les services numériques en santé destinés à être utilisés par les personnes morales
et physiques, mentionnés à des articles précédents, doivent être conformes au référentiel d'interopérabilité et de sécurité élaboré par l'ANS. Et donc, dans un premier temps, il est vrai que l'éthique en santé n'en faisait pas partie directement de ce côté opposabilité. Ça n'apparaissait dans la loi qu'à travers le processus de référencement à mon espace santé, puisqu'il y avait un article qui disait bien que, eh bien, pour figurer dans le catalogue de services, il faut que les solutions numériques vérifient des référentiels d'interopérabilité et de sécurité, donc ceux qui étaient mentionnés à l'article qui est juste au-dessus, là, le 1470-5, et des référentiels d'engagement éthique qui étaient définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Plus récemment, avec la loi de financement de la sécurité sociale de 23, dans son article 58, eh bien, il y a une extension du périmètre des référentiels opposables, puisque à la suite des référentiels d'interopérabilité sécurité, il a été rajouté et d'éthique, de façon à ce que effectivement l'éthique regagne finalement la place que les référentiels socles et la maison lui avaient accordée. Donc, les principes du sens, le cadre de l'éthique du numérique en santé, c'est de structurer un corpus documentaire de référence qui va fixer les règles d'un numérique en santé respectueux des 5 dimensions de l'éthique du numérique en santé, donc bienfaisance, non-malfaisance, autonomie, justice, éco-responsabilité. Et puis, ces critères, ils vont permettre d'évaluer la maturité éthique des services et des outils du numérique en santé en étant conformes aux référentiels qui vont être dans le sens. Donc, on a vu que ça touchait le respect de la confidentialité, de l'intégrité, l'information du patient, de la garantie de sa bonne compréhension, la réduction des fractures numériques, la sobriété numérique, la réduction des impacts environnementaux, l'éco-conception et la vigilance sur les performances énergétiques. Donc, si on va dans le détail de l'organisation, on a construit des référentiels pour les outils qui incarnent le numérique en santé, les référentiels de l'éthique d'un SIH. Entre parenthèses, ça fait office de pilier éthique et développement durable dans la certification Mature 1H. On a construit des référentiels de l'éthique d'un LGC qui devrait valoir pour le bouquet de services pro. On a construit aussi un référentiel de l'éthique des systèmes d'information ESMS qui devrait aussi valoir pour la certification Mature 1 MS, donc médico-social. On a construit aussi, et ça c'est peut-être ce qui est le plus connu parce que c'est ce qui est le plus abouti, un référentiel de l'éthique des applications de santé qui vaut pour le référencement dans mon espace santé. Et puis, ça c'était pour les outils. Pour les pratiques, on a aussi construit un référentiel de l'éthique de la télésanté qui est en cours de validation et d'extension de façon à pouvoir servir à proposer un référentiel de la téléconsultation. On a aussi proposé un guide de bonne pratique de l'éthique by design dans les solutions d'IA qu'on est en train de réécrire pour en faire un référentiel de l'éthique de l'IA. Pour les professionnels de santé, les travaux portent sur les codes de e-déontologie. Pour le grand public, il y a des guides de communication, films d'animation, journées régionales. Et puis, on a 2 services de calcul sur lesquels Nathalie Bodinière va bien rentrer dans le sujet. Donc, c'est l'éco-score des systèmes d'information hospitaliers, qui vaut aussi pour les systèmes d'information ESMS, l'éco-score des LGC qui est en cours d'élaboration et l'éco-score des applis de santé qui est finalisé. Alors, ce qui est important de savoir dans le modèle de gouvernance du sens, c'est que la loi de financement de la sécurité sociale 23 renforce le rôle de l'ANS, qui doit assurer le suivi et la revue régulière de ces référentiels, donc sécurité, interopérabilité, ce qui était déjà bien lancé, mais également éthique, et que les travaux à venir sont la mise en œuvre d'un espace de publication qui va mettre à disposition l'ensemble de ces référentiels dont je vous ai parlé, et finalement pour lesquels celui qui est le plus abouti et le seul à être accessible, c'est le référentiel de l'éthique des applis de santé. Voilà, je crois que j'ai terminé et je laisse la parole à Nathalie. Je crois que les questions sont à la fin. Oui, j'ai commencé à répondre à quelques questions en rapport avec l'éco-score, mais je le ferai à l'oral une fois que j'aurai fait la petite présentation pour que tout le monde soit au même niveau. Donc, merci de me laisser la parole sur ces questions d'éco-score. Donc, je vais vous présenter 2 éco-scores. L'éco-score des applications web et mobiles de santé et l'éco-score des SIH.
L'un, comme le disait Brigitte, est plus abouti que l'autre puisqu'il est déjà en cours d'utilisation par les candidats au référencement dans mon espace santé. C'est l'EcoScore des applications web et mobiles et je vais vous le présenter assez rapidement pour qu'il nous reste un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Alors, l'EcoScore des applications web et mobiles et donc trouve son origine dans le référencement des applications dans le catalogue de services de mon espace santé. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de critères pour être référencé dans mon espace santé, des critères éthiques. Dans ces critères éthiques, il y a des critères d'éco-responsabilité. Et parmi ces critères d'éco-responsabilité, le fait de calculer l'impact environnemental de l'application et l'EcoScore grâce au portail EcoScore que je vais vous présenter maintenant. Ce portail, il existe depuis maintenant presque 1 an et il est mis à disposition de vous, éditeurs, de façon gratuite et il est accessible via une URL qui sera présentée tout à l'heure. Alors, ce service, aujourd'hui, une petite quarantaine, on a peut-être même atteint les 40 aujourd'hui, de solutions ont calculé leur EcoScore. Vous pouvez consulter cet EcoScore sur la page d'accueil du portail EcoScore. Alors, comment ça fonctionne? Quelques principes clés de ce service EcoScore. Les calculs. Alors, l'EcoScore va être réalisé sur la base de calculs, de mesures, pardon. Donc, on va mesurer un certain nombre de grandeurs que sont le temps de réponse, l'énergie utilisée par le terminal, mais également les données transférées sur le terminal pendant l'utilisation de l'application selon un parcours représentatif de l'usage classique de votre application. Et c'est à vous, éditeur, de définir ce parcours de l'utilisateur dans l'application au cours duquel on prendra des mesures. Et sur la base de ces prises de mesures et d'une modélisation, on va calculer 2 choses différentes, l'EcoScore et des scores détaillés par grandeur mesurée, et on va réaliser les calculs d'empreinte environnementale, des indicateurs classiques comme les émissions de gaz à effet de serre, mais également la consommation d'eau et la surface de terre mobilisée, qui sont des indicateurs classiques d'empreinte environnementale du numérique. Un petit zoom sur les résultats qui sont fournis par le service EcoScore. Donc, une fois qu'on a réalisé les mesures de façon automatique et que le calcul est disponible, on a donc une page qui va présenter l'EcoScore. L'EcoScore, c'est quelque chose qui est normalisé, c'est-à-dire qui est ramené à une interaction unitaire entre l'utilisateur et l'application. Donc, c'est un indice. Donc, comme tous les indices, il permet, quelle que soit l'application, sa durée, son nombre d'étapes, de comparer les résultats, donc l'EcoScore, entre applications, un petit peu à la... Si on veut donner un exemple, on peut prendre l'exemple de l'indice de sobriété énergétique des appareils électroménagers. C'est un petit peu pareil là pour les applications mobiles. Donc, on peut assimiler l'EcoScore à un indice de sobriété environnementale de l'application. On le fournit également avec 3 scores par grandeur mesurée. Les grandeurs, c'est donc le temps de réponse de l'application, l'énergie consommée, les données transférées. On fournit 3 scores, un score pour chacune de ces grandeurs mesurées, sachant que l'EcoScore est la moyenne de ces scores. Ces scores, ils sont importants pour vous si vous souhaitez vous lancer dans une démarche d'amélioration, puisqu'ils révèlent chacun des facteurs qui sont à l'origine de l'impact environnemental. Et non seulement on fournit ces 3 scores, on va dire, généraux, mais également les scores étape par étape de votre application, ce qui vous permettra d'identifier les étapes qui ont le plus d'impact et sur lesquelles vous pouvez prioriser vos actions si vous souhaitez améliorer votre résultat et surtout diminuer l'impact environnemental de l'usage de votre application. Autre indicateur fourni par le service EcoScore, ce sont les indicateurs d'empreinte environnementale classiques. Donc, pour les calculer, on se base également sur les mesures
donc les 3 mesures dont on a parlé tout à l'heure, et à partir d'une modélisation et d'une projection sur toute la chaîne d'équipement qui est impliquée dans votre service, on va finalement réussir à vous donner ces résultats que sont les émissions de gaz à effet de serre émis par l'usage de l'application sur le parcours que vous avez défini. Donc, une seule fois, c'est-à-dire un utilisateur utilise l'application selon le parcours que vous avez défini et ça correspond à, alors là, dans l'exemple qui est présenté, qui est l'exemple de l'empreinte du portail EcoScore lui-même, ça représente dans le fait d'utiliser le portail EcoScore avec l'ensemble des fonctionnalités qu'il comporte, ça représente 1,4 g d'équivalent CO2. Voilà. Donc, pour avoir l'impact global, il faudrait multiplier forcément par le nombre de fois où on utilise le portail EcoScore, le nombre d'utilisateurs du portail EcoScore. Voilà. Là, c'est un impact unitaire quand on utilise une fois le portail EcoScore, de la même façon pour les autres indicateurs d'impact, surface de terre mobilisée. Là, c'est principalement dû à la fabrication des équipements qui nécessitent beaucoup de minerais, de métaux pour être fabriqués et donc d'utilisation de terre pour accéder à ces minerais. Et puis l'utilisation d'eau qui est également principalement due à la fabrication des équipements impliqués dans votre service, que ce soit le terminal de l'utilisateur, tous les équipements de la chaîne, équipements réseau et puis les serveurs. Peut-être qu'il y a des questions sur cet EcoScore avant que je passe à la mesure de l'impact d'un SIH, donc l'EcoScore d'un SIH. Je regarde dans le chat, peut-être que Brigitte a eu le temps de regarder un petit peu dans le chat. Il y avait une première question sur le banc de mesure. J'ai été très vite, donc je n'ai pas eu le temps de le préciser. Vous l'avez compris, on réalise des mesures pendant l'usage de l'application, donc un certain nombre de mesures. Ces mesures, elles sont prises sur des terminaux qui sont sur un banc de mesure, donc qui sont maîtrisés. On connaît leur durée de vie, on connaît leur âge, on connaît leurs conditions d'utilisation, ce qui nous permet d'en déduire les impacts environnementaux du terminal en connaissance de cause. Donc, ces terminaux, ils sont sur un banc de mesure. Aujourd'hui, on utilise des terminaux Android. Que ce soit pour des applications de type Android ou pour des applications web, on utilise des terminaux Android. Pour les applications web, ça veut dire qu'on va faire les mesures en utilisant l'application depuis un navigateur. Et donc, comme l'indiquait, le posait comme question Fanny Cazenave, aujourd'hui, sur le banc de mesure, nous n'avons pas de smartphone iOS, ce qui signifie que l'on ne peut pas mesurer l'éco-score d'une application iOS aujourd'hui. Donc, on vous propose de mesurer l'éco-score sur la base soit de la version Android, soit d'une version web, si vous en avez une ou si vous êtes en responsive. Donc, c'est une évolution qu'on pourrait imaginer, mais qu'on n'a aujourd'hui pas eu besoin d'imaginer parce que la plupart des éditeurs, on n'est pas tombé sur le cas d'un éditeur qui n'aurait que des applications iOS et qui serait contraint par cette solution, mais on est prêt à l'envisager si c'est le cas, bien sûr. Je vais donc passer sur l'éco-score des SIH. Alors là, on est sur une logique un petit peu différente au niveau technique et au niveau besoins et principes de fonctionnement de cet éco-score. Alors déjà, cet éco-score, il répond aujourd'hui à la certification Maturin, donc des systèmes d'information de santé. Donc dans le cadre de ces critères, il y a un critère, comme on l'a dit tout à l'heure pour mon espace santé, il y a un critère qui consiste à calculer l'impact environnemental du SIH. Et pour calculer cet impact environnemental, on propose de s'appuyer sur un calculateur que je vais vous présenter maintenant, qui est un petit peu différent du calculateur précédent. Tout à l'heure, on réalisait un calcul, une évaluation, on va dire, de l'éco-score et de l'impact environnemental de l'utilisation d'une application sur la base
une utilisation classique et d'un parcours classique de l'utilisateur. Donc, on avait vraiment le point de vue de l'utilisateur. Je suis utilisateur, j'utilise mon application. Quel est l'impact dû au fait que j'utilise mon application une fois? Pour les SIH, c'est un petit peu différent, puisque là, on se place dans le cadre d'un établissement de santé et on va calculer l'impact environnemental lié à ce SIH, à tous les équipements de ces systèmes d'information dans l'établissement, tout le numérique de l'établissement pendant un an. Donc, quel est l'impact environnemental de systèmes d'information hospitaliers sur un an? Alors, pour ça, on propose une modélisation qu'on a construite avec greenIT.fr et qui va se baser sur un inventaire à la fois de la DSI, c'est-à-dire en dehors des équipements matériels, des locaux, du nombre de collaborateurs, du transport des collaborateurs et prestataires. Ça, ce sera pour les activités de la DSI, mais également les achats que peut faire la DSI, donc achats de prestations, de formation, de maintenance, donc tous les achats hors matériel. Et à côté de ça, on propose un inventaire de tout le matériel qui est mis à disposition par la DSI des collaborateurs. Donc, ça va être l'environnement de travail de l'utilisateur, tout ce qui est impression, téléphonie, visio, tous les équipements réseau, mais également les salles informatiques. Et on est en train d'intégrer, bien sûr, le cloud, parce qu'on sait que ça prend une place très importante aujourd'hui au sein des DSI. Et à partir de ça, donc on va considérer ces valeurs à renseigner par la DSI de l'établissement, et on va combiner ces différentes valeurs avec des facteurs d'impact et d'émission. Donc pour chaque type de matériel, pour chaque type de, on va dire, d'achat ou d'équipement, on va avoir un facteur d'impact qui va nous permettre d'estimer l'impact de l'équipement, l'impact de l'achat ou des locaux, des déplacements des collaborateurs. En prenant bien sûr en compte la durée de vie, donc la durée pendant laquelle on conserve l'équipement et on l'utilise, et si cet équipement a une seconde vie également, sa durée de vie pendant la seconde vie. À partir de là, on va en dégager deux indicateurs principaux, des émissions de gaz à effet de serre, comme tout à l'heure, donc qui révèlent le potentiel de réchauffement climatique des activités de la DSI, et une consommation de matières premières. Là, on est sur un indicateur qui est relativement similaire à la surface de terre mobilisée qu'on avait tout à l'heure, mais qui est un petit peu différent. Là, ça va s'exprimer en kilogrammes de matières premières mobilisées pour essentiellement la fabrication des équipements. Voilà. Ces deux indicateurs prennent en compte à la fois la fabrication et l'utilisation des équipements. Pour cela, aujourd'hui, on a mis au point un petit fichier qui se base aujourd'hui sur Excel, mais qu'on est en train de porter sur le web pour que ce soit beaucoup plus facile d'usage et de restitution, et qui permet au DSI en fait, de saisir toutes les informations d'entrée pour avoir son résultat. Et chose que j'ai oublié de dire, ça nous permet aussi, basé sur soit le nombre de patients, soit le nombre de lits, par exemple, ça nous permet d'avoir un score sur 100, pour avoir un éco-score, en comparaison avec d'autres DSI, soit d'établissements, soit d'entreprises françaises, pour avoir une petite comparaison et pouvoir se situer par rapport aux autres établissements qui auraient mené ce travail. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Moi, j'ai répondu à certaines questions, ouais. Notamment pour dire que les groupes de travail étaient toujours en cours sur le référentiel de l'éthique des LGC et de l'IA. Ensuite, j'ai répondu aussi sur une question qui disait « Plus l'établissement est grand, plus l'impact est important ». Et j'ai dit « Alors, pour la comparaison entre les établissements, on a un éco-score normalisé rapporté à un nombre de boîtes mail, donc les utilisateurs du SIH,
et un nombre de séjours, donc l'activité en termes de prise en charge. Mais c'est vrai que plus l'établissement est grand, plus l'impact environnemental du soin sera important, mais que tout impact environnemental doit s'évaluer en termes de bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de limiter le numérique pour limiter le numérique en santé. Il faut voir en échange de quoi finalement ce numérique en santé est utilisé. Le bénéfice des patients, la qualité des soins est prioritaire, en tout cas aujourd'hui, par rapport à l'impact environnemental. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, on a tous pensé que le numérique, c'était complètement immatériel et on a oublié qu'il y avait des terminaux, qu'il y avait des réseaux, qu'il y avait des serveurs, etc. Et ça, par contre, ça a un coût important, mais il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il faut annuler le numérique en santé inutile. Par contre, faire en sorte que, par des principes d'éco-conception, de recyclage, de deuxième vie, on ait les moyens d'avoir le plus longtemps possible ce numérique en santé qui est bénéfique pour les patients. Alors, il y a d'autres questions. Le référentiel Mathurin médico-social est-il différent du référentiel Mathurin H? Oui. Le référentiel Mathurin H, il est vraiment à destination des DSI avec un travail sur le système d'information hospitalier. Le référentiel Mathurin médico-social, il est plutôt à l'intention des structures pour essayer finalement de voir déjà d'où est-ce que ces structures partent et comment aller vers le mieux en termes de système d'information. On n'a pas du tout la même maturité de départ, donc forcément, au niveau de la certification, on n'a pas les mêmes exigences. Est-il disponible le référentiel Mathurin? Alors, le médico-social ou le H, du coup, Christophe? Médico-social. Alors, il est pratiquement finalisé. Je pense qu'il sera effectivement communiqué. Là, enfin, on a repris le chapitre éthique, mais pour tout le reste, c'est pratiquement finalisé. Je pense que d'ici quelques semaines, vous devriez pouvoir y avoir accès. Là, pour Christophe, il faut demander. Vous pouvez passer par moi parce que j'ai mis mon email. Sinon, c'est Mathieu Faure qui s'occupe de ça à la DNS. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions pour ce rapide focus. Merci à Nathalie et à Brigitte. Il y aura sans doute de prochains rendez-vous pour aborder ce sujet. Et donc, vous allez retrouver en tout cas le replay tout de suite après. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci Nathalie, merci Brigitte. Et puis à très vite. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.